Louis Defesch est directeur de l'hebdomadaire Das Goetheanum et cofondateur du blog Eternews. Il nous livre ici le fruit de ses recherches sur la vie, sur l'itinéraire de Rudolf Steiner dans cette conférence. Nous ne voulons plus simplement croire, nous voulons savoir. La foi exige que nous admettions des vérités que nous ne comprenons pas entièrement. Or, ce que nous ne connaissons pas à fond est ennemi de notre être individuel qui veut tout expérimenter au plus profond de lui-même. Pour qu'un savoir nous satisfasse, il ne doit jamais se soumettre à une norme extérieure, mais jaillir de la vie intérieure de la personnalité. Nous ne voulons pas non plus de ce savoir glacial, fixé une fois pour toutes dans des formules rigides, codifié pour tous les temps à venir et conservé dans des encyclopédies à jamais intangibles. Chacun de nous revendique le droit de prendre comme point de départ ses expériences les plus directes, ses intuitions immédiates, et de s'élever à partir d'elles à la connaissance de tout l'univers. Nous aspirons à un savoir sûr, mais accessible à chacun selon sa manière. J'avais envie de vous partager ce petit extrait pour parler de l'œuvre de Rudolf Steiner, extrait d'une des œuvres qu'il considérait comme son œuvre centrale, la philosophie de la liberté, bien que ce passage se trouve dans les versions que nous connaissons de ce livre, à la fin en annexe. Lors de la première édition, il faisait partie du premier chapitre du livre, puis il a été mis à la fin en annexe ensuite. Et il illustre, je crois, une des lignes directrices du travail de Rudolf Steiner. On va juste le laisser résonner pour nous. Donc on s'est dit qu'on allait travailler sur l'œuvre de Rudolf Steiner, une esquisse. Ça veut dire que ce que je vais essayer de vous présenter, avec mes maigres moyens, sera une esquisse, mais aussi que l'œuvre de Rudolf Steiner est une esquisse. Et justement, nous avons entendu parler des esquisses et de cette qualité qu'a très bien exposée Inès de l'esquisse, qui est toujours incomplète et qui nous indique un geste, une énergie, une dynamique, quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas complètement formé, et qui porte en soi quelque chose qui nous appelle à nous venir le compléter, venir l'accompagner, et ne se présente pas à nous comme quelque chose de fini pour toujours. Et je crois qu'il y a quelque chose fortement de cette qualité dans l'œuvre de Rudolf Steiner, et je vais essayer, parce que je dois vous avouer que je me sens tout petit vis-à-vis de cette œuvre, et je me sens aussi tout petit vis-à-vis du fait que je sais que parmi vous, il y en a qui la connaissent très bien déjà, mais je vais quand même essayer de m'y coller, parce qu'il faut bien que certains s'y collent, de temps en temps, chacun son tour. Cette œuvre, elle se compose d'une multitude de choses, et en particulier de livres, donc de pensée, d'un travail de pensée. Elle se compose aussi d'une multitude de conférences. Chose importante à bien savoir, c'est que beaucoup des livres que nous trouvons qui portent comme auteur Rudolf Steiner sont en fait des retranscriptions de conférences, donc de propos oraux qu'il n'a pas revus lui-même. Et il est donc toujours un peu mensonger de mettre son nom comme si c'était l'auteur, puisqu'il s'agit d'un pâle reflet de l'action réelle, du processus réel de parole qui a eu lieu toujours dans des contextes particuliers, des endroits différents, et que lui-même n'a pas pu authentifier et dire « oui, c'est bien moi qui ai dit ça », puisqu'il n'a pas eu le temps de les relire. Et cela constitue la plus grande partie
de ce que nous trouvons sous forme écrite de son œuvre. Et on va voir un petit peu justement ensemble comment ça s'est développé et quels gestes on peut observer dans le déploiement de cette œuvre. Il y a aussi dans son œuvre, on l'a vu, on le voit, et une toute petite partie, toute une dimension artistique, plastique, sculpturale, graphique, jusque dans la typographie, des lettres, des formes qu'on pourrait appeler des logos, mais qui sont de nature un peu différente, des monuments architecturaux, des pièces de théâtre, des arts du mouvement. Et il y a ce que je pourrais résumer sous le terme de œuvre sociale, qui, me semble-t-il, est peut-être le plus puissant encore dans cette œuvre. Pour essayer de placer, et je vais le faire comme si je parlais à des gens qui ne connaissent pas, bien sûr, cette œuvre, je crois qu'il est bon de reprendre un petit peu le contexte. Alors je cherche du blanc. Ah voilà, c'est petit. Le contexte dans lequel cette œuvre s'est déployée. Alors bien sûr, cette biographie, mais on va focaliser un peu plus sur l'œuvre elle-même, mais on va devoir aussi passer par la biographie. Rappelons-nous dans quel contexte nous sommes. C'est le contexte de notre époque, qui a pris naissance, on pourrait le dire de différentes manières, mais je dirais au moment où un certain Français, voyageant d'ailleurs en Allemagne, médite et dit « je pense, donc je suis ». Après avoir remis en question toute la réalité qui l'entourait, après avoir dit « je ne suis pas sûr que ce que je vois là est vraiment réel, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, finalement je ne suis sûr que d'une chose, c'est que je suis en train de penser ». Il remet en question toutes les croyances, toutes les connaissances qui lui ont été apportées par son éducation, par le passé, et même par ses perceptions, pour faire l'expérience de son activité pensante, de son activité pensante, consciente d'elle-même. Descartes ne le fait pas seul, puisque, en tant que bon philosophe, il ne fait qu'illustrer un processus qui a lieu dans l'humanité. Mais au moment où il fait ça, il illustre bien quelque chose qui se passe de fondamental, de puissant dans l'évolution de l'humanité, et c'est une rupture violente, on pourrait dire, dont on expérimente encore aujourd'hui la violence, entre le jeu humain, l'être humain, et le monde qui l'entoure. Parce que si on remonte dans le passé et qu'on s'imprègne des anciennes cultures, que ce soit des cultures encore très proches de la nature ou des cultures qui s'étaient beaucoup développées, on remarque en général que ces êtres humains vivaient dans un lien très fort, un lien social, un lien avec la nature, quelque chose qui les unissait, ils se sentaient unis avec leur environnement, avec la nature qui les entourait, avec le cosmos. Et la modernité, une des caractéristiques de cette modernité, c'est cette rupture qui va marquer notre époque et qui va scinder, on pourrait dire, le sujet de l'objet. Je suis, et autour de moi, il y a des objets qui sont séparés de moi, et donc je me sens en pleine possession de moi-même, je me sens fondé en moi-même, et je peux étudier de l'extérieur cette nature sous forme d'objet, et je retire toute forme de cause qui ne soit pas dans ce monde des objets. Il n'y a plus de Dieu qui va supposément créer le monde. Il y a toujours une cause dans ce monde extérieur des objets qui va expliquer une autre cause dans ce monde extérieur des objets. La loi de cause à effet, entièrement mise à l'extérieur de l'être humain, et qui va donner on va dire, une double tendance contradictoire. D'un côté, une rationalisation du monde, objectivation du monde, jusqu'à, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais jusqu'à mener à une conception entièrement matérialiste du monde. Et de l'autre côté, ce
qu'on pourrait appeler une philosophie de la liberté implicite, puisque l'être humain se ressent comme fondé en lui-même. Il va développer une pensée qui va se refléter aussi dans les formes sociales, où l'être humain est conçu comme un être libre. Mais il y a une contradiction forte entre ces deux aspects de la modernité, puisque si le monde n'est que sous cette forme rationalisée de cause-conséquence extérieure, alors lui-même, être humain, n'est fait aussi que de causes-conséquences extérieures, c'est-à-dire de lois mécaniques, et il est déterminé par son éducation, par ses gènes, par son hérédité, par des lois mécaniques, et il n'y a aucun espace de liberté dans ces lois mécaniques. Donc, une vision d'un côté qui ne laisse pas place du tout à un espace de liberté, et pourtant, quelque chose qui est là, qui fait que l'homme se ressent quand même comme un être libre et veut essayer de se comprendre tel qu'un être libre, ce qui mènera d'ailleurs à quelque chose qui nous concerne ici en France, à Paris, à la Révolution française, qui va jouer un rôle important aussi dans tout ça, c'est-à-dire à cette volonté de transformer l'organisme social à partir de cette expérience que l'être humain fait de lui-même comme d'un être libre. Un essai de transformation en tout cas, parce qu'on ne peut pas dire forcément que cette Révolution française a été entièrement un succès en termes de ses idéaux et de ce qui s'est passé dans la réalité jusqu'à aujourd'hui, rien qu'au moment même de la Révolution, avec la terreur, etc., on sait que des faces très sombres ont émergé à ce moment-là, et la Révolution française n'est qu'un exemple parce que d'autres révolutions vont survenir plus tard encore, je pense par exemple bolcheviques ou autres, qui sont aussi des expressions de cette dualité-là, de cet matérialisme mécaniste et de cette expérience de la liberté. C'est aussi cette vision du monde qui, on pourrait dire, et là je me réfère aussi à Steiner, qui l'a exposé dans une conférence au sujet de la guerre. Nous vivons aussi dans un monde où les tensions de guerre sont très présentes, alors qu'on sent que dans notre monde idéal, on ne devrait plus faire la guerre. On sent que l'humanité a déjà suffisamment d'expérience de conscience pour ne plus tomber dans cette sauvagerie de la guerre. Et pourtant, encore aujourd'hui, après 14-18, après la Seconde Guerre, on parle encore de faire la guerre, et aujourd'hui encore pire, avec des bombes nucléaires. Et cela n'est pas sans lien avec notre vision du monde rationalisée, qui nous mène à fragmenter les choses et à concevoir le monde comme un ensemble de fragments en lutte les uns contre les autres, qui a trouvé une forme d'expression dans cette compréhension de l'évolution de la lutte pour la survie. Chaque être lutte pour la survie, qui a ensuite s'est transposé dans l'espace social pour devenir ce qu'on appelle le darwinisme social, c'est-à-dire que l'organisme social est conçu comme devant être basé sur la lutte pour la survie pour avoir suffisamment de force de développement, et donc sur une sorte de guerre latente permanente. C'est très lié à cette vision du monde. Et c'est justement dans ce contexte-là, et pour surmonter ce contexte-là, que naît l'œuvre de Rudolf Steiner, mais elle naît dans un deuxième contexte que je pense qu'on est obligé d'évoquer. C'est, je vais le mettre là un peu à l'intérieur, c'est ce qu'on peut appeler l'œuvre de Goethe. On peut aussi l'appeler l'idéalisme allemand. On peut aussi l'appeler le romantisme allemand. On peut aussi l'appeler la naturphilosophie. Il y a plein de noms pour le nommer. C'est une époque dont Goethe était un peu le roi. Elle se situe précisément, historiquement, si on regarde 1800, ici on a eu notre petite révolution, 1789,
1800, Goethe, 1830 environ. Je ne suis pas très exact dans les dates, vous pourrez vérifier, aujourd'hui ça va très vite. Donc Goethe a une longue vie, il décède vers 1830, 32, voilà. Et il va faire l'expérience de cette Révolution française, de cette tentative de transformer. Mais pas seulement lui, aussi ses compagnons de route, les idéalistes, Hegel, Fichte, Schelling, les romantiques, Novalis, Schiller, difficile à classer. Tous ces personnages forment un ensemble de penseurs, artistes, poètes, qui font l'expérience de cette dualité problématique, qui pose un problème parce que il y a quelque chose d'irrésolu dedans, qui se sont d'ailleurs enthousiasmés, notamment particulièrement Schiller, pour cette révolution, pour cette tentative de transformer par la pensée humaine l'organisme social, au nom de la liberté, mais qui ont constaté l'échec de cette tentative, et qui vont mettre toutes leurs forces pour essayer de surmonter cette dualité, sous différentes formes, et on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, sous différentes formes, mais toujours pour essayer de réunir ou de surmonter cette fragmentation du monde qui est née de cette pensée moderne qui a tout objectivé au point que l'on n'est pas très dérangé aujourd'hui d'enfermer les animaux dans des petites cages dans l'obscurité par millions et millions et de les abattre de manière mécanique sans aucun égard pour la vie animale ou de faire des étendues gigantesques de plantations en les arrosant d'azote et autres pesticides, que l'on vive dans un monde où on rationalise l'ensemble du vivant. Eux sentaient déjà, alors qu'ils n'étaient pas aussi avancés dans cette industrialisation du monde, qu'il y avait quelque chose à résoudre. Donc je mets Goethe ici. Et c'est important aussi comme contexte de mentionner, je crois, et tout ça c'est juste un contexte que je voulais bien mettre en avant, c'est ce propos de Rudolf Steiner lui-même, qui dira, tout comme Platon, en moins 400 avant Jésus-Christ, a ouvert une ère de la pensée humaine que lui appelle la 4e époque de culture. De même, Goethe, aux alentours de 1800, ouvre une nouvelle ère, donc de la même dimension que celle de Platon. Donc on peut rajouter ici environ 2160 ans, quelque chose comme ça, qui correspond en gros à un mois platonicien, un mois de l'année platonicienne. Et c'est dans cette dynamique-là que s'inscrit l'œuvre de Steiner, dans quelque chose de plus large, qui ouvre une époque qui va essayer de surmonter cette fragmentation du monde, cette fragmentation aussi entre l'être humain et le monde. Entrons maintenant, donc, dans ce contexte, dans cette œuvre de Steiner. Alors, si on veut avoir une image d'ensemble un peu, on va pouvoir, je vais prendre quelques couleurs, je prépare un peu. On va pouvoir identifier différents moments de cette vie de Rudolf Steiner. On va peut-être se faire une petite frise chronologique pour voir comment les choses se sont développées. Donc lui, si je ne fais pas erreur, comme je me trompe toujours dans les chiffres, je crois que c'est bien ça. Et c'est là, pour ça qu'on en parle aujourd'hui, en 1925, qu'il quittera notre Terre, il y a 100 ans moins une semaine. Donc, on fait, il y a 100 ans, il était encore, mais il était alité dans son lit,
et continuer à travailler avec le peu de force qui lui restait à cette œuvre à laquelle il a travaillé toute sa vie. Aux alentours alors il avait environ 20 ans, donc ça nous fait 1880, vers là. Il va s'installer sur Vienne. Il a 18 ans, je crois. Donc s'il a 18 ans, c'est peut-être un petit peu avant 1880. C'est 78 ou quelque chose comme ça. Allez, hop, 78. Ensuite, quelques années plus tard, ça va être vers 1890, je crois que c'est 90 exactement, sa nouvelle ville va être Weimar. Et là, on est renvoyé directement chez Goethe. C'était la ville où Goethe a vécu et où tous ces penseurs que j'ai évoqués, ces poètes, Novalis, Schiller, etc., ont vécu, ont agi, ont écrit, ont interagi aussi beaucoup. Puis, une dizaine d'années d'après, je crois que c'est 1897 si je ne fais pas erreur, je vérifie chez les connaisseurs, on arrivera à Berlin. Et puis, on va arriver vers ici en 1913 à Dornach. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 4 étapes bien claires dans la vie de Rudolf Steiner. Vienne, son pays de naissance, l'Autriche-Hongrie. Ensuite, Weimar, le lieu d'action de Goethe, Schiller et tous leurs compagnons de route. Puis Berlin, capitale de l'Allemagne, Europe du Centre. Et puis Dornach, ce petit village avec cette colline dans le nord de la Suisse, où 3 pays se rencontrent, la France, la Suisse et l'Allemagne. Et on va voir que sur ce chemin-là, son œuvre va prendre différentes colorations et elle va évoluer de manière progressive. La première forme, ça va être lié au fait qu'on va l'appeler, on va lui demander, parce qu'il travaille, il étudie les sciences techniques, il est dans un cursus de formation de type technique, ingénieur, quelque chose de ce type, mais c'est un professeur de littérature, dans le cadre de ses études, qui, voyant que ce jeune Steiner de 20 ans est très doué, et particulièrement pour une tâche que lui n'arrive pas à accomplir lui-même, va lui proposer de travailler sur l'œuvre de Goethe, sur une partie de l'œuvre de Goethe bien particulière, qui sont ses œuvres scientifiques. Les œuvres dans lesquelles Goethe expose ses recherches sur le monde du vivant, le monde de la nature, et où, dans sa démarche, Goethe a une approche tout à fait originale, difficile à comprendre pour l'esprit moderne, rationaliste, auquel on est habitué. Et Steiner va se plonger entièrement dans cette œuvre-là, dès 20 ans, et il va essayer de la comprendre, de la saisir en concept clair, chose que Goethe et personne d'autre auparavant n'avait fait, puisque Goethe, lui, exposait sa recherche de manière directe, un peu sans préavis, et Steiner, lui, va observer ça et essayer de le comprendre et de le faire comprendre, ce qui s'est passé là. Que s'était-il passé à cet endroit-là? Il s'est passé que Goethe a dit « On ne pourra pas comprendre la nature et le vivant si on ne fait que le rationaliser et le couper en petits morceaux. Il faut observer le vivant dans sa dynamique de vie, dans sa dynamique de croissance. » Et donc il va s'attacher à observer les objets du vivant, et en particulier les plantes. Et en observant ces plantes, il découvre peu à peu que dans la plante agit quelque chose qui est une cause qui n'est pas directement observable physiquement, qui se place donc au-delà de ces simples causes à effet extérieurs dont nous avons parlé tout à l'heure, mais qu'il y a une autre cause à l'intérieur qui s'exprime et fait l'expression du végétal. Si vous observez n'importe quel élément du monde végétal, vous allez avoir peut-être une graine, mais vous n'avez pas toute la plante. Puis après, plus tard, vous allez voir une feuille, mais vous n'avez pas toute la plante. Et après, vous allez voir une fleur, mais vous n'avez pas toute la plante. Et pourtant, à partir de chacune de ces parties, toute la plante est constituée.
et toute la plante va émerger. Donc nous avons ici une forme qui se génère d'elle-même, qui a sa cause en elle-même, et qui se déploie dans le temps. Et donc chaque moment de la plante est la plante, mais il faut pouvoir, par la pensée, la saisir dans son cycle dynamique en permanence. Et si l'on observe ce cycle qui va animer la matérialité pour lui donner des formes évolutives, jusqu'à la fleur, puis le fruit, puis la graine, et de nouveau le germe, etc., eh bien, se révèle comme ayant des lois qui sont toujours, s'expriment différemment, mais sont toujours les mêmes quand même. Et Goethe va tellement méditer, observer, qu'un jour il va dire « C'est bon, je l'ai. J'ai la plante originelle, la plante archétypale. Et cette plante n'est pas visible. Mais elle est toujours visible dans toutes les plantes, et en même temps, elle n'est jamais visible, puisque dans sa forme parfaite ou absolue, elle prend toujours une forme particulière dans les plantes que nous voyons autour de nous. Et c'est pourquoi Goethe va commencer à pouvoir aborder un monde qui affleure le monde visible, physique, matériel, mais qui est au-delà. C'est pour ça qu'il parle d'une approche sensible, suprasensible. C'est un monde qui structure la matière à partir de la vie. Et qui, en fait, quand on commence à le percevoir, est dans tout élément vivant du monde, dans toute vie. Et donc, avec ces recherches de Goethe, on va avoir une amorce qui nous permet de surmonter cette fragmentation de la pensée rationalisante, mais qui nécessite une activité du pensée plus intensifiée, plus puissante, plus concentrée et aussi plus mobile que ce que la pensée rationnelle simple permet de faire. Et c'est cela que Steiner va essayer de décrire à l'âge de 20 ans, comment Goethe a réussi à surmonter cette simple pensée rationnelle, minérale, on va dire, du monde des choses mortes, inertes, pour rentrer dans une pensée vivante, une pensée qui saisit le vivant et qui va, pour pouvoir s'exprimer, trouver d'autres formes d'expression plus artistiques. Et où science et art commencent à se toucher. Donc ça, c'est comment ça vient. Et puis, ça va continuer à se développer, en fait, jusqu'à la fin. Dans cette phase-là, Steiner fait de l'épistémologie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la connaissance humaine, comment développer la connaissance humaine, et comment pouvoir surmonter cette dualité dont nous avons parlé au début. Et non seulement les forces du vivant, mais plus que cela encore, et ça c'est dans un livre qui pour moi est un livre fondamental dans l'œuvre de Steiner, une théorie de la connaissance chez Goethe, où il va, en plus, au-delà des forces du vivant, identifier que dans la pensée humaine, dans ce qui vit dans la pensée humaine, nous avons aussi quelque chose qui n'est pas coupé du cosmos et de la nature, mais qui est l'expression aussi de la nature. C'est-à-dire cette expérience de dissociation qu'on avait avec Descartes, objet-sujet, de coupure, finalement est une illusion. Si on pénètre vraiment dans ce qui se passe dans la pensée humaine, on se rend compte que cette pensée, elle est le fruit de l'évolution naturelle, et en elle vit aussi la force de la nature sous une forme supérieure. Donc il relie déjà dans ce premier ouvrage, alors qu'il a 22 ans, je crois, quand il sort, ce qui avait été séparé par Descartes. Alors bien sûr, comme on l'avait dit, il y a eu des prédécesseurs, avec les idéalistes, mais il va reformuler tout ça et poser une base pour un ouvrage qui va sortir alors qu'il est ensuite déménagé à Weimar ici, la philosophie de la liberté. Il va déménager à Weimar, pourquoi ? Parce que justement ce travail sur Goethe va s'intensifier.
parce qu'il va continuer pendant plusieurs années à travailler sur l'œuvre de Goethe, au point qu'il va déménager aux archives à Weimar pour pouvoir travailler aux archives Goethe et Schiller, et se plonger entièrement, non seulement dans l'œuvre de Goethe, mais à l'époque aussi dans d'autres œuvres, comme celle de Jean-Paul, comme celle de Schopenhauer, comme celle de Nietzsche. Toute cette phase, on pourrait dire, c'est la phase de travail de l'œuvre philosophique de Steiner. Voilà, philosophique. Et cette phase, ce travail philosophique de Steiner ne s'arrêtera pas, il continuera jusqu'à la fin. D'ailleurs, ce livre-là sera réédité par Steiner en 1923, et il écrira « Tout ce que j'ai écrit là est vrai, toujours aujourd'hui pour moi, et on peut dire que c'est la base de tout le travail que j'ai fait pendant toute ma vie. » Il n'y a aucune rupture pour lui dans l'ensemble de son œuvre quand il réédite ce premier ouvrage ici. Un petit ouvrage qui est très intéressant d'étudier et de réétudier. Et alors on arrive dans cette phase philosophique jusqu'à Berlin, en gros, et là va arriver quelque chose, mais on va s'arrêter un instant sur cette philosophie de la liberté, où Steiner développe cette question du lien entre l'être humain et sa réalité physique naturelle, telle qu'on peut la voir, nous sommes des êtres matériels, et en même temps cette capacité de liberté. Où se trouve-t-elle cette capacité de liberté dans ce monde de lois mécaniques? Comment surmonter ça? Eh bien, ce qu'on va voir, c'est que chez Steiner, comme déjà ici on le pressentait, il va falloir faire une expérience intérieure pour pouvoir résoudre ce problème. On n'aura pas la solution livrée comme ça, comme un paquet fini. On va devoir avoir une expérience de notre activité de la pensée et pouvoir faire l'expérience que nous sommes capables de quelque chose qu'il appelle le penser pur. Qu'est-ce que c'est que ce penser pur? C'est sur cette capacité de penser pure que tout repose dans cette philosophie de la liberté. Le penser pur, c'est la capacité à percevoir, lorsque nous sommes en train de penser, que nous nous basons sur quelque chose qui est fondé en soi, qui ne s'appuie pas sur une réalité extérieure, que nous avons cette capacité à retourner au concept pur des choses. Nous sommes habités de plein de pensées, mais en fait, ce sont surtout ce qu'on pourrait appeler des représentations, c'est-à-dire, on a appris qu'une voiture c'est ça, qu'une maman c'est ça, qu'une école c'est ça, qu'un policier, c'est ça, et on a mis en rapport l'un et l'autre, et on sait, ah oui, d'accord, on allie une idée avec une perception que nous avons. Et nous sommes constitués de cela. Éventuellement, nous pouvons vivre toute notre vie sans remettre en question quoi que ce soit, et juste en acceptant cette réalité avec laquelle on s'est formé. Ce que Steiner indique avec ce penser pur, c'est que nous sommes aussi capables de détruire ces connexions, et de dire, mais un policier, en fait, ça pourrait être autre chose. Et alors, pour pouvoir revenir au concept original de policier, par exemple, ou au concept original d'école, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une école? J'ai vécu, moi, dans une école, j'ai grandi dans une école, dans une représentation de ce que c'est. Mais si je suis capable de remettre en question cette expérience de l'école, cette représentation que j'ai de l'école, et de revenir au concept pur d'une école, je suis alors capable aussi de renouveler ce que c'est qu'une école et de pouvoir faire de nouvelles propositions. Je suis capable d'introduire du nouveau dans le monde. Pour sentir un peu mieux ça, je vais vous citer un petit passage qui vient d'un texte qui vient aussi de cette période-là, mais où on sent bien ce monde des idées fondées en lui-même auquel a accès le penser pur. Ce texte, ça s'appelle le Credo. C'est un texte on ne sait pas exactement à quelle date il a été écrit, un texte de jeunesse de Steiner. Et on sent bien comment on s'élève à un monde des idées qui est fondé en lui-même. Le monde des idées est la source et le principe de toute existence. En lui réside une harmonie infinie et une paix bienheureuse.
L'être qu'il n'éclairerait pas de sa lumière serait un être mort, sans essence, qui n'aurait aucune part à la vie de l'ensemble du monde. Seul ce qui tire son existence de l'idée signifie quelque chose dans l'arbre de la création de l'univers. L'idée, c'est l'esprit clair en soi, se suffisant à lui-même et par lui-même. L'individu doit avoir l'esprit en lui, sans quoi il tombe comme une feuille sèche de cet arbre et a existé en vain. C'est juste pour essayer de faire ressentir ce que Steiner entend par la pensée, faire l'expérience de la pensée fondée en elle-même, du pensée pure, de cette capacité de la pensée de s'extraire des perceptions extérieures et de ce qui nous détermine de l'extérieur pour se refonder en elle-même. Pensée pure. Ensuite, il pose une deuxième chose pour que l'être libre se déploie dans le monde, c'est que l'être humain va pouvoir, comme avec l'exemple de l'école que j'ai donné tout à l'heure, pouvoir imaginer quelque chose de nouveau. Imaginer quelque chose qui va pouvoir être, par exemple, pour le cas de l'école, être une nouvelle forme d'école. Par exemple, l'école Waldorf, ou bien autre chose qui serait nouveau dans le monde. Et pour ça, ou bien ça peut être des choses toutes petites. Je vais vous donner un exemple beaucoup plus petit. Par exemple, il y a quelqu'un qui me fait quelque chose de méchant. J'ai envie de me venger, donc je peux me venger aussi. Loi mécanique de cause à effet. Ou bien, je m'extrais de mes représentations, de ces perceptions, j'essaie de saisir, d'un point de vue supérieur, ce qui s'est passé. Pourquoi ? Quoi ? Où ? Je commence à remettre en question les simples réactions qui vivent en moi de manière héréditaire. Je vois la situation et je commence à l'apercevoir d'une manière qui se met en mouvement et je commence à percevoir qu'au lieu de simplement réagir directement, je pourrais peut-être faire autre chose. J'imagine une autre possibilité pour réagir à cette situation. Quelque chose de créateur. Quelque chose qui permettrait de solutionner ou de faire évoluer cette difficulté. Ça peut être avec les parents, par exemple, aussi, ou avec notre compagnon de vie. Et là, il va falloir une faculté d'imagination morale. C'est comme ça que Steiner la nomme, dans la philosophie de la liberté, la capacité à créer du nouveau dans notre perception du monde, mais pour ça, ça nécessite d'abord ce retrait du pensée pure, se dégager des phénomènes qui nous sont donnés directement. Avoir l'imagination morale, dit-il, ne suffit pas encore pour pouvoir s'épanouir comme être libre. Il va falloir pouvoir maintenant agir, en suivant cette imagination morale. Mais on peut avoir une imagination morale et rater sa réalisation. On peut avoir une très belle image de ce qu'il faudrait faire, et puis en fait faire n'importe quoi, et rater son coup. Il faut une compétence encore différente pour réussir dans l'instant, au bon moment, et de la manière juste, à faire émerger ce nouveau dans le monde. Et là, on va arriver à ce qu'il appellera la technique morale. Et ce sont des capacités différentes les unes des autres. Parfois, il y a des êtres humains qui sont plus doués dans l'une ou dans l'autre, mais qui se jouent sur des plans différents. Se libérer du connu, on pourrait dire, imaginer, créer du nouveau, et réaliser cela dans le monde pratique. Si je vous prends le temps d'exposer ça, c'est parce que on va voir que ça continue dans l'œuvre suivante de la vie de Steiner, ces aspects-là, et comment, en fait, dans des aspects qui semblent dissociés les uns des autres dans son œuvre, en fait, on a un lien qui est très fort. Donc on va dire ici, on a la fleur un peu avec la philosophie de la liberté de cette phase philosophique de l'œuvre de Steiner. Après avoir travaillé à Weimar, avoir travaillé sur sa pensée philosophique qui s'exprime de manière la plus originelle dans la philosophie de la liberté et dans tous ces autres penseurs, Steiner en a marre et il voudrait
pouvoir encore plus déployer quelque chose qui vit en lui, mais qui, à Weimar, ne peut pas vraiment, dans ce petit œuf de Weimar, se déployer. Et il va chercher à quitter Weimar. Ce qui va être possible parce qu'on va lui proposer de reprendre en main une tâche de rédacteur en chef d'un journal, le Magazin für Literatur, un journal qui est publié à Berlin. Et ça va lui permettre de déménager ici, sur Berlin, dans une phase de sa vie qui va être un petit peu chaotique dans un premier temps, puisqu'il va chercher comment pouvoir développer un projet qui permette à ces découvertes qu'il a faites, qui sont en fait des découvertes majeures dans le contexte qu'on a posé au départ, c'est-à-dire qui permettent de solutionner cette polarité, cet antagonisme de la modernité. Surmonter le matérialisme, réaccéder à la pensée du vivant et élargir les forces de connaissance humaine. Donc il pense pouvoir le faire en étant rédacteur en chef dans ce magazine sur la littérature. Il va écrire des centaines d'articles. Steiner avait déjà travaillé dans d'autres journaux auparavant. Il a écrit beaucoup d'articles individuels qui ont été réunis dans des ouvrages bien épais. Il va se lier à différents cercles d'artistes, de penseurs, de scientifiques à Berlin, mais il va avoir du mal à trouver un endroit où il pourra vraiment déployer justement son œuvre. Quelque chose qui puisse vraiment être la continuation de cette recherche. Il a du mal à trouver des partenaires pour travailler. Et c'est donc à ce moment-là que viennent vers lui des personnes qu'il connaît bien, qui sont les théosophes. Je dis il les connaît bien parce qu'en fait, déjà à Vienne, il avait flirté avec les théosophes, il avait commencé à étudier la théosophie, mais cela ne se reflétait pas du tout dans ses travaux extérieurs, mais il connaissait déjà ces questions de la vie spirituelle que travaillaient les théosophes. À Berlin, ils vont lui dire « Est-ce que vous pourriez venir nous parler de Nietzsche, qui vient de mourir ?» Puisque lui-même avait travaillé sur Nietzsche. C'est un de ses ouvrages d'ailleurs de cette période philosophique-là. Et alors qu'il leur parle de Nietzsche, ils trouvent que ce qui dégage et ce qu'il raconte les intéresse beaucoup. Donc il lui redemande encore une fois de venir leur parler. Et cette fois-ci, Steiner dit « Je vais vous parler dans ce cas de Goethe et de ce petit conte du serpent vert. Le conte du serpent vert comme un chemin de transformation intérieure qui pourrait vous intéresser. Et on voit ici comment, de nouveau, alors qu'il n'était pas obligé, il se rattache à nouveau à Goethe. Et ça, c'est récurrent dans l'œuvre de Steiner, ce lien à Goethe que j'ai posé au début, qu'on va revoir revenir et revenir. Pour la petite histoire, le conte du serpent vert est directement lié à la Révolution française. Je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est important peut-être de sentir parce que, en fait, l'œuvre de Rudolf Steiner, quelque part, elle va être une réponse à la Révolution française, au sens où, quand Schiller, à l'époque de la Révolution française, a vécu cette déception de l'échec de cette métamorphose sociale qui a été tentée en France, il a été pris dans une dynamique de réflexion intense et il a écrit son ouvrage le majeur, cette espèce de petite bible de la culture allemande qu'on appelle les Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, où Schiller expose de manière grandiose l'entité humaine prise entre la polarité de la vie et de la forme, et dans cette polarité, la possibilité à l'homme libre de se déployer dans le beau, dans son éducation esthétique. Et Goethe, lisant le livre de Schiller, a dit « Super livre, j'aurais voulu toujours écrire un livre comme ça, mais je le ferai autrement. » Alors Goethe s'est mis au travail et il a rédigé le conte du serpent vert en réponse aux lettres sur l'éducation esthétique de Schiller. C'est-à-dire une forme beaucoup plus imaginative, beaucoup moins abstraite que les lettres que je conseille de lire à tout le monde, les lettres sur l'éducation esthétique de Schiller. Ce conte du serpent vert un peu mystérieux. Et c'est ce conte du serpent vert que Steiner va prendre pour parler du développement spirituel de l'être humain auprès des théosophes. Et là s'ouvre pour lui une nouvelle phase de travail, puisqu'il va s'inscrire dans un nouveau contexte, qui est ce contexte de la théosophie. Et ce contexte de la théosophie, c'est un contexte où on va
déjà avoir un cadre assez restreint. C'est-à-dire, c'est une petite société, c'est une société un peu confidentielle. On se réunit dans des salons, dans des petits endroits, on a des loges, un peu comme dans la franc-maçonnerie, où on va se réunir pour étudier les grandes questions spirituelles de l'humanité. Et assez rapidement, on va lui proposer de diriger la section allemande de la société, de la société théosophique. Et à ce moment-là, on pourrait dire sous chez Steiner, la phase qu'on pourrait appeler, ou la partie de son œuvre, théosophique. Théosophique, c'est-à-dire qui s'intéresse aux questions spirituelles, aux questions du divin, théos, le divin, sous des formes multiples. Il va étudier les textes des anciens textes de la philosophie indienne, il va étudier les textes de la tradition chrétienne, il va étudier toutes sortes de spiritualité et en chercher l'unité et placer toujours au centre cet être humain libre. Et là, il y a un acte fondateur de Steiner, dans cette œuvre, partie de son œuvre, qui est que dans la tradition spirituelle de l'humanité, en général, il y a peu de place pour la liberté. Si on remonte dans le passé, par exemple, vous remontez à l'ancienne Inde ou à d'anciennes cultures spirituelles, ce sont des sociétés très hiérarchisées, très structurées, où la place de la liberté, où la liberté n'a même pas du tout sa place. Et c'est même, dans la modernité, quelque chose de très fort. Au moment où on se libère de la spiritualité et de l'Église en Occident, en Europe, on le fait au nom de la liberté. C'est-à-dire qu'il y a cette opposition entre spiritualité et liberté. Et ce que va faire Rudolf Steiner dans le cadre de cette étude spirituelle théosophique, c'est replacer l'être humain libre au centre. Il introduit la liberté dans le monde de la spiritualité. Et de là émergent différentes œuvres, comme par exemple Théosophie. Alors j'aurais dû l'écrire en bleu. Par exemple, l'initiation, la science de l'occulte, et puis tout un tas de conférences dont on parlait tout à l'heure, toutes ces conférences qui vont apparaître à partir de ce moment-là dans l'œuvre de Steiner. C'est dans ce cadre-là que ça va naître, qui est dans un premier temps un cadre assez confidentiel. Et pour vous montrer le lien, j'ai envie quand même de poser une chose que souvent les gens ne savent pas. Dans sa théosophie, il va exposer les différents corps de l'être humain. C'est quelque chose qu'on trouve dans la philosophie indienne, comment l'être humain est composé de différents corps. Un corps physique, un corps de vie, qui correspond à ce que Goethe a découvert avec sa plante primordiale, un corps de sa vie intérieure, qu'on peut appeler le corps astral, un jeu. Mais Steiner va reformuler la chose de manière à ce que l'être humain libre apparaisse clairement dans cette image. Et ensuite, quand l'être humain fait un développement spirituel, se développe ce que dans l'ancienne Inde on appelait le manas. C'est-à-dire, si je suis en développement spirituel, je développe le manas, c'est-à-dire le soi spirituel, le soi supérieur, le soi spirituel. Et si je continue mon développement, je développe le buddhi, c'est-à-dire ce que lui va appeler, Rudolf Steiner, l'esprit de vie. Et si on va encore plus loin, on va développer l'homme-esprit, l'atman. Et Steiner va dire qu'en fait, ça correspond à ces trois choses. Le pensée pure correspond au manas, l'imagination morale au buddhi, et là, il ne le dit pas, mais on peut le supposer, c'est que l'atman, c'est-à-dire l'homme-esprit, correspond à la technique morale. Et dans nos habitudes un peu de pensée, on va se dire, la spiritualité, ça va toujours monter dans le monde de l'esprit. Et si on regarde bien ça, on se rend compte qu'en fait, non. Plus on s'élève spirituellement, en fait, plus on descend dans la matière. Plus on devient un être libre, donc plus on descend la réalité spirituelle dans notre réalité quotidienne. Parce que les actes libres sont des actes du quotidien, des actes de la matière. C'est quelque chose, ce geste, on va dire ici, action.
Une spiritualité d'aujourd'hui, c'est une spiritualité qui nous fait descendre. Et c'est ça qu'on voit dans le travail de Rudolf Steiner. Et dans toute l'œuvre de Rudolf Steiner, parce qu'on va continuer et on va voir qu'à partir de... Ça commence, ça germe en 1907. En 1907, il a la responsabilité de la Société théosophique en Allemagne et on lui demande d'organiser le congrès international de la Société théosophique. Il va le faire à Munich, avec l'aide de Marie Steiner et de son équipe. Et ils vont faire un congrès qui est particulier parce que, au lieu de simplement se réunir et parler de questions spirituelles, ils vont décorer l'ensemble de la salle avec tout un ensemble de choses assez étranges. Ils vont créer les sceaux de l'Apocalypse qui sont décrits dans l'Apocalypse de Jean, les 7 sceaux. Ils vont les dessiner selon des croquis de Steiner avec des couleurs, ça fait des grands cercles comme ça, très intéressants. Et puis ils vont entourer la salle de ces 7 sceaux. Ils vont mettre des rideaux d'une couleur particulière, ils vont créer tout un environnement. Et puis sur la scène, ils vont mettre 3 bustes. Ils vont mettre, c'est Steiner qui va les mettre. Ces 3 bustes d'ailleurs originaux sont aux archives Rudolf Steiner à Dornach, ce qui était sur cette scène en 1907. Le buste de Hegel, le buste de Schelling et le buste de Fichte. Les 3 représentants de l'idéalisme allemand, il les met sur la scène, au milieu de cette réunion théosophique. C'est très inhabituel pour les théosophes d'avoir les philosophes allemands, au milieu de leur assemblée. Et ça montre le geste de Steiner de vouloir se relier à ce courant dont on a parlé juste avant, dans toute son œuvre. Mais aussi ça montre l'amorce de quelque chose dans son travail, c'est l'art, l'action artistique, la volonté de faire descendre dans le sensible cette recherche spirituelle. Cette recherche spirituelle qui est trop vivante pour rester simplement dans l'abstraction des concepts, mais qu'il faut faire descendre dans la matière, dans la transformation de la matière. Et ça va nous mener peu à peu. On est où? On est ici. Donc là, c'était pas ici. Donc on va dire que c'est l'élément artistique qui commence à arriver et qui ne s'arrêtera plus lui non plus. On va dire que c'est l'artiste là qui commence à se réveiller. Et comme peu de temps après, quelques années après, une scission au sein de la Société théosophique se fait jour, il va devoir la quitter. Et au même moment, a germé le projet de créer un Goetheanum, quelque chose, un lieu. Ah oui, parce qu'il faut quand même que je ne rate pas cette étape. On va commencer à jouer des pièces de théâtre. Maintenant, à partir de ce moment-là, on va jouer d'abord les pièces de Édouard Chouret. Édouard Chouret, une personnalité très importante de la vie spirituelle française et littéraire, qui était dans les équipes des théosophes à l'époque. Puis Steiner va lui-même écrire des pièces de théâtre. Puis ils vont commencer à travailler sur l'art du mouvement, qui s'appellera l'eurythmie, que Marie Steiner va appeler eurythmie. Et on va avoir cet élément artistique qui va commencer à se déployer jusqu'à dire il nous faut un lieu pour faire cet art, pour faire ces pièces de théâtre, pour faire cette eurythmie. Et ça va devenir ce Goetheanum à 2 coupoles, là. Ce Goetheanum à 2 coupoles rondes, qui exprime comme une sorte de graine. Il était d'abord conçu pour être sous terre. Puis finalement, les choses se sont développées, ils ont voulu le faire à Munich, en ville, ça n'a pas marché. Puis finalement, il y a eu un endroit qui s'est proposé à Dornach, en Suisse, parce qu'un des collègues théosophes avait un terrain qui était là à disposition et qu'il a bien voulu mettre à disposition pour faire le Goetheanum. Donc ça s'est retrouvé en haut d'une colline. Mais au départ, c'était plutôt quelque chose de conçu pour être souterrain. 2 sphères bien rondes et essentiellement sculptées à l'intérieur. Toute la partie intérieure était sculptée jusque dans les moindres détails, tout en bois, comme un espace intérieur, mais on pourrait aussi dire comme une graine dans la terre, et qui était aussi le reflet de cette société théosophique qui était essentiellement tournée vers l'intérieur, vers la vie intérieure. Comme je disais, cet espace théosophique un peu confidentiel. Donc ici émerge l'artiste. Et qu'est-ce qui se passe avec l'artiste? Eh bien ça, c'est ce dont nous a parlé Inès tout à l'heure. Cette tentative, aussi, comme dans la dynamique du pensée pure, de se dégager des formes extérieures pour retrouver les dynamiques intérieures, les processus. Si vous faites de la sculpture, alors vous faites des creux et des bosses. Phénomène élémentaire, des creux et des bosses. Si vous faites du dessin, vous faites des courbes et des lignes. Phénomène élémentaire, de base. Revenir au phénomène pur. Si vous faites de la peinture, vous travaillez avec les couleurs. Donc, qu'est-ce que c'est que le bleu? Qu'est-ce que c'est que le jaune?
qu'est-ce que c'est que le etc., etc., dans leur dimension, dans leur processus intérieur. Revenir aux forces élémentaires qui sont derrière les éléments avec lesquels travaille l'artiste. Et à partir de là, pouvoir apporter du nouveau dans l'art. Parce que bien entendu, il ne s'agit pas de refaire exactement ce qu'a fait Steiner si on veut faire de l'art anthroposophique. Absolument pas. Par contre, on peut s'inspirer de son travail pour essayer de retrouver ces forces élémentaires, ces forces originelles. De même dans le geste de l'eurythmie. Qu'est-ce que c'est que je ressens ou bien quand je fais ça? Qu'est-ce que c'est la force que je ressens élémentaire? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire exactement comment on a toujours fait en eurythmie et qu'on va faire éternellement de la même façon. Mais si on arrive à ressentir la force originelle derrière, et c'est ce qu'a très bien décrit Inès, on peut créer toutes sortes de choses à l'infini et toujours nouvelles. C'est un danger du milieu anthroposophique que de reproduire un peu toujours depuis 100 ans, parfois, ce qui a été fait à l'époque, alors que ce qui est entendu dans la tentative ici, c'est de retourner aux forces originelles pour créer toujours du nouveau. Et on va arriver maintenant à la guerre. Alors la guerre, elle est ici. Paf. Elle met un gros frein à tout ce travail, ce développement qui va s'exprimer sur ces différents plans. Et il y a quelque chose d'assez fondamental qui a lieu pendant ce temps-là. Mais je dois quand même vous parler d'une chose particulière. On dit toujours que Steiner a fondé l'anthroposophie. Ça va pas. Parce qu'à quel moment il l'a fondé? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'il l'a fondé déjà? Il a fondé la société anthroposophique, c'est pas pareil. Ah, mais déjà, c'est un peu plus. Mais même ça, c'est un peu délicat. Si on cherche sur Internet, Steiner, c'était quoi? Alors, on peut aller chercher sur Wikipédia, sur différentes choses, on peut aller chercher même aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, elle connaît plein de choses. Ils vont nous dire, il a fondé l'anthroposophie. On dit, quand est-ce qu'il l'a fondé? Et on dit en général, ici, là, on est où là? La guerre, elle est là. On nous dit en 1912-1913. Et en fait, c'est effectivement la société anthroposophique qui s'est créée après la séparation avec la société théosophique. Mais ce n'est pas l'anthroposophie, c'est la société anthroposophique allemande. Et en plus, il n'était pas membre de cette société. Donc pour dire qu'il l'a fondée, bien sûr, elle a été fondée pour soutenir son travail, c'est vrai. Mais ce n'est pas lui qui était dans le comité de direction, il était extérieur. Donc dire que Steiner a fondé l'anthroposophie, par contre, il y a des choses qu'il a fondées. Il a fondé une pensée philosophique du vivant. C'est lui qui a théorisé la pensée goethéenne. Ça, il l'a fait. Il a fait un travail dans la théosophie pour placer l'homme libre au cœur de la spiritualité. On pourrait dire qu'il y a quelque chose d'original là. Mais je crois que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, on va y arriver là-bas, de ce qu'il a vraiment fondé. Et cette anthroposophie, en plus, il n'en prononçait jamais le mot. Dans toute cette phase philosophique, il n'y a pas le mot anthroposophie qui apparaît. Pourtant, plus tard, il dira « tout ça, c'est de l'anthroposophie ». Mais le mot n'apparaît pas. Le mot apparaît à peu près au moment où il rentre dans la société théosophique. À ce moment-là, il va y avoir deux choses, en tout cas, que moi j'ai retrouvées, il y en a peut-être d'autres encore. C'est qu'il va dire « oui, je veux bien faire la théosophie, mais ce que je vais faire, c'est plutôt de l'anthroposophie ». Puis après, il va continuer à parler de théosophie, parce qu'il est dans le cadre de la théosophie, et puis que c'est effectivement de la théosophie, puisque c'est une étude de toutes les questions spirituelles. C'est effectivement, en fait, en termes de domaine de recherche de la théosophie, mais son impulsion, il le dira, c'est quand même de l'anthroposophie. Et au même moment, il va faire une conférence dans le cercle Journal de Bruno, qui était un cercle de scientifiques dans lequel il travaillait à Berlin, et il va l'appeler, dans le nom de la conférence, c'est un nom assez long, anthroposophie. Il y a différents mots, mais il y a le mot anthroposophie qui apparaît. D'où tire-t-il ce mot anthroposophie? Est-ce que quelqu'un d'entre vous le sait? Parce qu'il ne l'a pas inventé. Le mot anthroposophie, il est apparu à la Renaissance, au XVIe siècle, dans un petit livre que je vous conseille de lire, même s'il est assez étrange. Ça s'appelle « La magie d'Arbatel ». C'est un petit livre de magie. C'est la première fois, et la magie, si vous tapez Arbatel, sur Internet par exemple,
vous le trouverez. Ce mot n'existe que dans le titre de ce livre. J'ai jamais trouvé ailleurs. C'est Arbatel, c'est ce livre. C'est la première apparition du mot anthroposophie. Puis on va le voir réapparaître, ce mot, dans la tradition rosicrucienne alchimique, depuis la Renaissance, à différents moments. Et puis ensuite, on va le voir réapparaître dans une œuvre un peu de côté d'un des idéalistes allemands, Schelling. Et ensuite, on va le voir réapparaître chez un philosophe, médecin, suisse, lui aussi suisse, Troxler, Ignaz Troxler. Et Ignaz Troxler est un philosophe médecin suisse qui a étudié auprès des idéalistes allemands, dont on avait parlé au début, qui a été à Weimar, qui a étudié, qui a été élève de Hegel, élève de Schelling, qui a appris tout ça, et qui a dit, mais en fait tout ça, toute cette pensée autour de Goethe, c'est une anthroposophie. Et il a écrit à ce sujet différents ouvrages, Troxler, et Steiner lui-même dira, à cette époque-là, où le Goetheanum a commencé à être construit, parce que quand ils ont construit le Goetheanum, tout le monde n'était pas content en Suisse. Il y avait des gens qui disaient, c'est quoi ce truc bizarre quand même? Et il y a eu des articles de journaux qui étaient un peu, c'est quoi ces anthroposophes là, ou ces théosophes qui viennent construire des choses chez nous? Et Steiner a dit, mais c'est pas nouveau, hein. L'anthroposophie, elle est déjà venue avant. Il y a une conférence où il le dit très clairement, il dit, vous aviez un anthroposophe déjà en Suisse, c'était Ignaz Troxler. Et il a très bien défini l'anthroposophie, dit Steiner. Donc déjà, avant Steiner, on a un philosophe que Steiner considère comme ayant bien défini l'anthroposophie. Et puis on va avoir chez le fils de Fichte, un autre Fichte qui va parler d'anthroposophie, on va avoir Gideon Spiker, un autre philosophe qui va parler d'anthroposophie, on peut en trouver les traces. Et on va avoir Robert Zimmermann, qui était un des professeurs de Rudolf Steiner à Vienne, qui a écrit un livre qui s'appelle Anthroposophie. Donc c'était un professeur de Steiner. Donc le mot anthroposophie, quand on parle de l'œuvre de Steiner, c'est un mot que lui va prendre comme considérant qu'il est intéressant pour son travail, mais il ne vient pas directement de lui. Il s'inscrit dans un courant qu'il reprend. Et parfois il dira, on pourrait aussi appeler ça goethéanisme. On peut appeler ça anthroposophie. Et on peut appeler ça plein de façons différentes. Mais à un moment donné, il faut quand même avoir des noms pour les choses. Donc je voulais quand même vous faire cette petite histoire sur l'anthroposophie. Et il va se passer quelque chose, c'est en 1910, ici par là, il va se passer quelque chose qui vraiment va bien dans cette question de l'esquisse. C'est qu'en 1910, alors qu'il va publier son plus gros livre de théosophie, La science de l'occulte, où vraiment on a cette évolution du monde avec l'homme libre au centre, eh bien, il va essayer d'écrire un livre qui s'appelle... non, en fait, je ne dois pas le faire de cette couleur-là, parce que là, on n'est pas dans l'art, justement, on est dans l'autre. Il faut que je trouve une autre couleur. C'est ce qui va commencer ici, que je voulais mettre comme la troisième... Ah non, j'ai déjà de l'orange. Excusez-moi. Je vais mettre un... Qu'est-ce que j'ai pas comme couleur? Je vais mettre un vert. Allez hop. Non, il n'est pas assez... Voilà. C'est là qu'on commence à avoir vraiment d'anthroposophie, qui va commencer à apparaître. Société anthroposophique. Et déjà un peu avant la science anthroposophique, ce livre, qu'on va mettre en vert, 1910, Anthroposophie, et qu'on a publié sous le titre Anthroposophie, un fragment. Il m'a été donné par le destin de traduire ce livre pour la première fois en français, parce qu'il n'avait pas été traduit. Pourquoi? Parce que c'est un livre qu'il n'a jamais publié. Pourquoi? Parce qu'il a dit, on va essayer de le faire. Il a commencé à écrire, et puis il trouvait ça c'était trop long, il n'avait plus le temps, et finalement il a abandonné le projet. Le livre est presque complet, mais pas vraiment fini, et il ne sera publié qu'après sa mort, DA 45, Anthroposophie, un fragment. Qu'est-ce qui caractérise ce livre? C'est qu'il dit, pour l'anthroposophie se situe entre l'anthropologie et la théosophie, à mi-chemin. Et l'anthroposophie doit commencer par une étude des sens de l'être humain. Le sens du toucher, le sens de l'équilibre, le sens du goût, du goût, le sens, etc. Tous les sens. Ça commence dans la matière. Ça commence dans le sensoriel. Et il dit, on étudie les sens de l'être humain, mais on ne doit pas présupposer le spirituel. On doit voir s'il apparaît. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on ne plaque pas le spirituel sur les sens, on rentre dans le sensoriel et on regarde s'il apparaît.
C'est comme ça qu'il va le définir. C'est un livre assez difficile à lire et à traduire aussi. C'est un livre qui rentre dans la sensorialité et où, à la fin, il va décrire le monde de l'esprit comme un monde de paroles, de verbes. Un monde où l'esprit est verbe. C'est un très bel ouvrage, inachevé, une esquisse, encore une fois. Seul livre qui s'appelle Anthroposophie, il ne l'a pas publié. Et pendant cette phase-là, on pourrait dire que commence vraiment cette anthroposophie, on pourrait dire on rentre vraiment dans la matière. Donc mes couches, elles sont un peu inversées parce que finalement, si on regarde, on pourrait les mettre dans l'autre sens, parce qu'il y a une forme d'incarnation qui a lieu, de plus en plus dans la réalité concrète. Après l'art, maintenant on rentre dans le monde sensoriel vraiment. Et là, il va y avoir, en 1917, en plein milieu de la guerre, un événement bien particulier dans le développement de cette anthroposophie, un double événement même. Un, c'est la publication d'un résultat de recherche sur lequel il a travaillé pendant 20 ans. Il l'écrit comme ça, il dit « J'ai travaillé 20 ans là-dessus, et je pense que je peux commencer à dire un peu ce que c'est. » Mais il le met à la fin d'un livre qui s'appelle « Des énigmes de l'âme », parce que dans cette période-là, il a publié « Des énigmes de la philosophie », des énigmes de l'homme, qui est traduit en français par Aux sources de la pensée imaginative, aux éditions Novalis, et ensuite des énigmes de l'âme. Et à la fin de ce livre, il dit « Je vais vous exposer un résultat de recherche important. » Et je pense qu'on peut considérer que ce résultat de recherche, c'est vraiment de l'anthroposophie. Ce résultat de recherche est le suivant, c'est qu'il dit, en gros, c'est ça. On a la vie de l'âme qui se divise en pensée, sentir, ça tout le monde le sait, on sait qu'on a des pensées et des sentiments, mais aussi en vouloir. Ça, c'est moins clair, parce que c'est un truc qu'on perçoit très peu, mais qui forme la trame de fond de notre être, mais qu'il est important d'identifier dans la vie intérieure. Et il dit, j'ai découvert qu'en fait, le penser correspond à la tête humaine et au système neurosensoriel. C'est-à-dire à tout ce qui est lié aux nerfs et aux sens. Dans nos nerfs et nos sens vit cet élément de l'activité de pensée. Le sentir, j'ai découvert qu'en fait, il n'est pas dans la tête. Parce que dans la pensée conventionnelle, on met tout dans la tête. Tout ce qui se passe dans l'être humain, c'est toujours dans la tête. Il dit non, c'est pas dans la tête. Ça, c'est dans une partie qui n'est pas ronde comme la tête, mais qui est à moitié ronde. C'est la cage thoracique. Et c'est le système rythmique, où on a le rythme du cœur et des poumons qui interagit, un rythme ternaire et un rythme binaire en permanence, et là vit le sentir, physiquement, dans notre organisme physique. Et puis il va dire, avec ce petit abdomen, le vouloir, lui, vit dans notre abdomen et dans nos membres, c'est-à-dire dans le système métabolico-moteur. Ce faisant, Steiner, c'est quelque chose qui est, s'il se vérifie, et on peut le vérifier si on rentre un peu dans cette question, c'est une résolution du problème du corps et de l'âme. Comment l'âme et le corps interagissent. Comment l'être libre agit au sein d'un corps physique. C'est une problématique ancestrale, très ancienne. Il dit, mais j'ai trouvé ce rapport subtil entre la vie intérieure et le corps humain. Comment on peut concevoir l'être humain physique dans sa dimension spirituelle, dans sa dimension psychique et spirituelle. Donc on pourrait dire ici, on a vraiment le cœur de l'anthroposophie en tant qu'œuvre de sa pensée. Et à la même époque, en 1917, c'est la guerre, et le truc c'est qu'il a sa bibliothèque qui est restée à Berlin. Il n'a pas encore rapatrié sa bibliothèque à Dornach, sur la colline de Dornach. Eh bien, il va rencontrer des amis à Berlin qui sont très préoccupés de comment on va faire pour faire finir cette guerre qui détruit toute l'Europe. Et il y a cette grande tragédie de la guerre qui vit dans les âmes, et ces réflexions avec ses amis avec qui il discute le mènent à une pensée qu'on ne va pas développer ici, mais qui essaye de la triarticulation sociale. Enfin, on ne va pas développer, je ne peux pas en dire de mots. Triarticulation sociale,
pareil, 1917, ici. Donc on descend vraiment dans la réalité sociale, l'organisation sociale de la société. Très concret, très pratique. Vous voyez, on descend dans la pratique, on descend dans le réel. Au départ, en 1917, ce ne sera que des textes assez courts, où il va un peu résumer, et il va dire quelque chose qui résonne tout à fait avec notre époque. Il va dire, en 1917, on a la révolution bolchevique en Russie, et on a les Américains qui commencent à intervenir dans la guerre, et qui commencent à avoir une influence sur ce qui se passe en Europe. Et Steiner dit, mais on ne va pas se laisser faire en Europe par les Américains et les Russes. Il faut qu'on ait une proposition. Il faut qu'on puisse dire quelque chose. Si on regarde la situation aujourd'hui, c'est exactement la même. Et c'était cette situation, sauf que nous, on a encore la chance de ne pas avoir les bombes sur le terrain européen directement, enfin en tout cas en Europe de l'Ouest. Mais c'est la même problématique. Et dans cette problématique, il dit, il faut qu'on propose quelque chose. Il faut qu'on propose une organisation sociale qui permette la liberté. Qui permettent vraiment la liberté, pas comme une idée abstraite, mais vraiment par la libération de ce qu'il appellera la vie culturelle ou spirituelle face à la vie économique et à la vie politique. Parce que c'est toujours cette vie politique et économique qui dirige tout et qui domine, et l'endroit où l'individu libre pourrait s'exprimer, c'est-à-dire dans la vie culturelle et spirituelle, est toujours opprimé. Et d'ailleurs, c'est même pas la vie politique et la vie économique, c'est la vie économique finalement qui détermine tout. Et la vie économique, si on réfléchit bien à cette organisation tripartite, on va se rendre compte que c'est la vie neurosensorielle. D'un certain point de vue, l'économie, c'est le moment où on va prendre conscience des échanges entre les êtres humains et les mettre en chiffres et en images claires. Parce qu'on sait qui fait quoi et qu'est-ce qu'on échange. Dans la vie politique, on organise l'espace de respiration entre les êtres humains, comment ils interagissent. Et dans la vie spirituelle, les individus libres créent de la culture, créent de la civilisation, créent des écoles, créent des universités, créent des églises, créent de la science. Tout ce qui fait vraiment vivre, en fait, la société humaine, c'est dans la vie spirituelle et culturelle. C'est là le vrai moteur. C'est là la vraie création de valeur originelle de la société. Le reste n'est qu'un reflet, finalement, de cette volonté profonde qu'il s'agit de libérer pour qu'on retrouve des forces nouvelles dans l'organisme social. Donc ces deux pensées-là vont être ensuite déterminantes pour la phase théosophique. Et maintenant, je vais terminer, parce que je ne voulais pas trop dépasser 1 heure de parole. Donc on va avoir, à la sortie de la guerre, notre ami Rudolf Steiner qui va maintenant être interpellé sur tous les plans pour travailler dans le monde pratique. Voilà, viens ici, il faut appliquer cette répartition sociale. Et donc il va être entraîné dans une campagne politique à Stuttgart et dans la région du Baden-Württemberg pour essayer d'appliquer cette idée de la triarticulation sociale, parce que ses amis qui veulent le faire ne peuvent pas le faire tout seuls, ils ont toujours besoin de lui. Donc il lui demande, peux-tu écrire un livre là-dessus? Alors il écrit un livre. Peux-tu venir nous aider? Au début il ne veut pas, parce que lui il veut s'occuper du Goetheanum. Mais finalement, comme ils ont vraiment besoin de lui, il y va. Pendant 6 mois, ils essayent de faire une campagne. Donc ça fait partie de son œuvre, une campagne politique. C'est quand même intéressant. Les anthroposophes qui travaillaient sur la colline de Dornach au Goetheanum, ils se demandaient, mais que fait Steiner? Il est parti pendant 6 mois pour aller faire de la politique. C'est quand même un peu étrange. Et donc cet engagement dans le monde contemporain, c'est pas juste un maître de sagesse, Steiner. C'est un acteur du monde concret contemporain. C'est un peu ça le message que j'ai envie de produire aujourd'hui. Ensuite, ils vont échouer, parce qu'ils ne vont pas être compris avec leur démarche politique. Et vous avez l'année 1919, hiver, printemps, été 1919, ils ont dit, on n'a pas réussi. Août 1919, cours pour les profs de l'école Waldorf, septembre, école Waldorf ouvre. Et Steiner va dire, oui, on n'a pas réussi avec cette pensée tripartite de l'organisme social, parce que les hommes ne comprennent pas vraiment ce principe de la liberté dans l'organisme social. Il nous faut des hommes libres, des citoyens libres, il faut des écoles qui éduquent pour que les êtres humains soient libres en eux-mêmes et puissent être une base pour un organisme social libre. Donc on va faire des écoles pour la liberté, pour que des êtres humains libres soient libres. On reste toujours dans cette thématique de la liberté chez Steiner, et on va arriver à la fondation de la première école Waldorf en 1919, comme aussi une œuvre d'art, une œuvre sociale, une œuvre d'art social, avec cette école Waldorf qui a donné aujourd'hui un mouvement mondial. Hein, c'était juste une petite école modèle au départ. Puis on va venir
le voir pour des médecins, pour la médecine, comment on pourrait développer la médecine. Alors ici, je peux faire une petite indication rapide, mais ça va être beaucoup de ce qui va arriver va se baser sur cette ancienne connaissance alchimique, sulfure, mercure et sel, qui correspond à ces trois processus de l'organisme humain, le feu, le fluide, le liquide, et le cristal, ce qui se cristallise. Trois processus qui sont à l'arrière de tous les processus dans la nature et qui reflètent cette triple nature de l'être humain, qui vont ensuite, on pourrait rentrer dedans, ça prendra un peu trop de temps, on pourrait même étudier comment l'Europe est formée de ces forces. Je vous le dis quand même parce qu'on est quand même en temps difficile, je vous le fais quand même. La France, ici, l'Espagne, l'Angleterre, l'Europe du Centre, la Russie. Si on étudie bien, on se rend compte qu'on a les forces de volonté, les forces du cœur et les forces de la tête qui sont réparties en Europe. Et ces forces de la volonté, elles sont toujours un peu bouillonnantes, et elles sont là-bas, vers la Russie. Les forces de la tête, elles sont beaucoup plus cristallisées, et parfois elles ont tendance à se figer et à ne pas vouloir évoluer. Elles sont à l'ouest de l'Europe. Et au milieu, on a les forces de Mercure, les forces du centre, qui devraient pouvoir réussir à faire fluidifier tout ça. Et si elles n'y arrivent pas, on a une tension qui se crée entre les deux. Et on peut comprendre, même parce qu'on a des images de l'Europe où on voit une dame, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle la Regina Europa. C'est une grande image avec une dame qui forme l'Europe, qui est sous cette forme-là. Et on peut comprendre aussi les tensions que l'on vit aujourd'hui en Europe avec cette tripartition. Donc on continue, je ne fais pas dans les détails. Steiner est de plus en plus actif, il fait des tournées de conférences, de nouveau, mais cette fois-ci publiques. On n'est plus dans le cadre confiné de la Société théosophique, on est vraiment dans le grand public, devant des salles de 1000, 2000 personnes, sans microphone. 2000 là, vous voyez, 2000 personnes, sans microphone. Et il fait des tournées dans toute l'Allemagne, parce qu'il y a une agence de concert qui fait tourner des conférenciers, et qui le fait tourner jusqu'à 1922. Donc on voit une action de Steiner dans le monde public, très puissante. Il va parler directement d'anthroposophie, de vie spirituelle, de développement de la connaissance. Et puis, du fait de la montée des chemises brunes et des fascistes en Allemagne, il va se faire de plus en plus agresser, notamment aussi parce que Hitler a écrit un article contre lui et contre la triarticulation sociale. Très clairement, c'est Hitler lui-même qui a écrit que Steiner était un ami des Juifs, que ses pensées étaient contre le peuple allemand, etc. Donc, il se fait agresser. Parce que, bien sûr, quand la presse commence à répandre ce genre de choses, ça mène parfois à des actions violentes. Et donc, il va devoir arrêter. Et on arrive en 1922-23, et le Goetheanum va brûler. Il va être aussi brûlé par des gens qui n'aiment pas le Goetheanum. Donc, les forces qui n'aiment pas cette impulsion nouvelle vont être suffisamment fortes pour l'empêcher de continuer à s'exprimer en Allemagne et pour brûler ce premier Goetheanum qui avait été, dont la construction avait débuté ici. Donc il y a une forme de repli cette fois-ci. On va retourner sur la colline à Dornard, on va réfléchir à ce qu'on fait. Et là Steiner va dire, mais cette société anthroposophique là, qui avait été fondée avant la guerre, elle ne nous sert pas à grand chose, elle ne fait que administrer, elle ne produit rien. Et moi je suis tout seul. Et ça c'est un message qu'on va retrouver beaucoup chez Steiner à cette époque-là. Déjà je suis tout seul les amis. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin qu'on soit plusieurs. Et en fait, dans ce travail de réflexion, comment on fait? Il est tellement déçu par ce que les anthroposophes font qu'il est presque prêt à arrêter et à ne plus travailler avec la société anthroposophique. Il hésite, 1923. Puis finalement, il se ravise et dit on va essayer. Il perçoit des personnes autour de lui qui pourront être ses coéquipiers. Et dit avec ces personnes-là, on va essayer de faire quelque chose et je veux bien réintégrer la société anthroposophique qu'il avait quittée. Comme je le disais, il n'était plus dans la société anthroposophique. Il n'était plus membre ni rien. Je veux bien. Donc encore une fois, il rentre dans la matière, il s'engage dans le concret. Il prend en charge des responsabilités. On voit un chemin d'incarnation. C'est pour ça que je dis parfois, Steiner, c'est pas un maître de sagesse spirituelle, c'est un entrepreneur spirituel.
si vous voulez. Et c'est ce qui le différencie d'une certaine façon d'autres maîtres spirituels. Et il va s'entourer de Albert Steffen, qu'il estime beaucoup, un écrivain suisse qui avait une certaine reconnaissance à l'époque, et dont Steiner dira même qu'il aurait pu créer son propre mouvement spirituel parce qu'il avait une individualité suffisamment forte, et qu'il était très reconnaissant qu'il se lie au travail. Marie Steiner, qui a travaillé sur l'art avec lui pendant des années. Ita Wegman, avec qui il a développé les bases d'une médecine anthroposophique. Elisabeth Wrede, et encore Günther Wachsmuth, qui vont s'associer au projet pour créer, cette fois-ci, la société anthroposophique générale, ou mondiale, ou universelle, qui n'existait pas encore, parce qu'on parlait jusqu'à maintenant de la société anthroposophique allemande, mais pas une société anthroposophique globale. Et là, ils vont fonder ça, et ils vont fonder au cœur de cette société quelque chose qui avait déjà commencé à exister avec le Goetheanum et qu'on appelait une université. Excusez-moi, je fais le bazar, hein, je suis assez chaotique. Libre, parce que bien sûr il faut qu'elle soit libre, de science de l'esprit. Et là, on peut dire, en posant les bases d'une université libre de sciences de l'esprit dans la société anthroposophique, en créant un cercle de collègues, en commençant à créer des sections avec des gens responsables autour pour ne plus qu'ils soient tout seuls, mais pour qu'on partage le travail et que tous ces anthroposophes soient producteurs avec lui de cette nouvelle science, de cette nouvelle compréhension de l'être humain, eh bien, on pourrait dire, là, on a vraiment ce qu'il a aspiré à faire toute sa vie. Dès le début, le Goetheanum, avant même la guerre, on l'appelait déjà une université de sciences de l'esprit. C'était déjà écrit sur les papiers, on retrouve dans les documents historiques, mais ce n'était pas dans la société anthroposophique, ce n'était pas écrit dans les statuts, il n'y avait pas vraiment de base très concrète pour ça. Mais il y avait déjà eu plusieurs tentatives de faire des cours universitaires au Goetheanum, il y avait eu des grands cours d'ailleurs, de plusieurs semaines parfois, sur plein de thèmes différents, avec plein de conférenciers, sauf que Steiner disait, ces conférences sont un peu trop intellectuelles. Elles ressemblent trop à ce qu'on fait dans les autres universités. Nous, on doit faire d'une manière plus vivante, plus partant des forces du cœur, plus de manière dynamique, pas encore rester dans cette pensée rationaliste. Il faut sortir de ça. Et c'est pourquoi il met au cœur de cette nouvelle université de sciences de l'esprit une petite école de méditation qu'on appelle la classe, et qui est composée de 19 poésies méditatives qui va servir pour développer l'énergie intérieure d'une pensée vivante. Pour sortir de la pensée intellectuelle rationaliste dans laquelle on est emprisonné, il crée ce petit noyau de travail intérieur avec 19 leçons, 19 paroles mantriques qui, pourrait-on dire, est sa dernière œuvre d'art d'une certaine façon, pour faire une sorte de noyau vivant de cette université libre qui a pour vocation, sur la colline de Nordar, de rayonner cette nouvelle pensée du vivant et de l'humain libre. Elle a essayé de se développer depuis 100 ans, et elle continue à se développer. Donc on a ici une œuvre qui dépasse sa vie personnelle, qui est vraiment une œuvre sociale, qui est vraiment une œuvre d'art social, et qui, à mon avis, est vraiment la fleur de l'œuvre de Rudolf Steiner. Et c'est vraiment quelque chose, c'est un bâtiment à la fois physique et en même temps social. Donc Steiner est vraiment un maître d'œuvre, quelqu'un qui est incarné dans les réalités pratiques. Et sur son lit de malade, à la fin de sa vie, il continuait à y travailler. Alors bien sûr, il ne pouvait plus faire beaucoup puisqu'il était cloué au lit, mais on peut sentir que ça travaillait autour. Il avait réussi à faire en sorte qu'au moins autour, ça continuait à travailler. Et pour terminer, j'aimerais vous partager cette pensée que l'on trouve écrite sur un carnet de notes de 1925, donc il y a exactement 100 ans, alors qu'il était sur son lit de malade, et qu'il, justement, ne pouvait plus faire grand-chose, mais où on voit cette volonté chez Steiner que chaque être humain soit créateur, pas juste lui. Il ne voulait pas avoir des suiveurs qui soient là, « Oh, vous êtes le meilleur ». Non, il faut que tout le monde participe au travail, et chacun, dans son domaine, peut participer s'il y met les forces. Et cette parole, c'est celle-là sur laquelle j'aimerais conclure. J'aimerais embraser chaque être humain à partir de l'esprit du cosmos pour qu'il devienne flamme et dans le feu épanouisse l'être de son être. Les autres veulent puiser à l'eau du cosmos qui éteint toute flamme et dans l'eau
paralyse tous les êtres en eux-mêmes. Ô joie, quand la flamme humaine flamboie où elle repose, ô amertume, quand la chose humaine est retenue là où elle voudrait s'animer. Voilà ce que j'avais envie de vous apporter aujourd'hui.